La démocratie au pays de Patrice Emery Lumumba est-elle en train de s'écrouler? La coalition FCC-Cash est-elle sur le point de s'exploser? En tout cas, une étape a été franchie. Que dire de l'état des droits à la mode en République démocratique du Congo? Messieurs et dames, vous êtes bel et bien dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Eche Homo, c'est la rubrique qui nous fait découvrir l'invité du jour. Hubert Kabasou-Babou Katulondi. Hubert Kabasou-Babou est licencié en sciences politiques de l'université de Lubumbashi. Il a une maîtrise en sciences politiques et doctorant de l'université de Johannesburg. Écrivain de plus de 9 ouvrages, dont un ouvrage de gouvernologie intitulé « Les leaders politiques au gouvernement, la gestion politique du programme des gouvernements ». Speaker dans plusieurs séminaires du gouvernement national, co-concepteur du séminaire du président de la République avec les gouverneurs du mois de mars dernier, Hubert Kabasou-Babou Katulondi est un libre penseur notoire. Hubert Kabasou-Babou, libre penseur, écrivain, politologue, gouvernologue, bienvenue dans Enjeu. Merci beaucoup. C'est pour la énième fois que vous êtes là, en plein confinement de la commune de la Gombe. Vous acceptez de temps en temps de vous déconfiner pour venir parler Congo. Écoutez, les libres penseurs écrivains, je veux dire, c'est une fonction, c'est un ministère dans la société. Il faut rendre la phénoménologie sociétale intelligible, à la fois pour le présent, mais également pour le futur. Vous avez lancé les tons, mais on s'installe. Sinon, nous risquons d'y aller, quoi. D'y aller debout. Mais voilà. Alors, Hubert Kabasou-Babou, je plante les décors en tout cas. Énième crise, pour ne pas parler crise, je parlerai peut-être énième incident entre la coalition FCC-Cash. À peine une année et demie, non, à peine une année, parce que depuis que le gouvernement est en place, moins d'une année d'ailleurs. Hubert Kabasou-Babou, un incident de trop, les week-ends derniers. Pensez-vous là que nous avons franchi les Rubicons et qu'en tout cas, les jours de la coalition sont désormais comptés? Mais disons qu'on ne peut pas de manière tout à fait, d'ailleurs comme je disais tout à l'heure, la responsabilité de l'intellectuel, je veux dire du penseur et du libre penseur, j'ai toujours souligné, les libres penseurs catascopes, ça veut dire, dans le sens de Michel Foucault, c'est-à-dire celui qui déploie la capacité de voir à partir du présent et du passé une sorte d'extrapolation dans les dangers, mais également, non seulement les menaces, mais également les potentialités des solutions dans l'avenir. C'est donc dire qu'on ne peut pas affirmer de manière absolue qu'on a véritablement franchi les Rubicons. Je voulais rassurer les téléspectateurs, c'est l'arrestation musclée ou l'interpellation musclée du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Qui a été taxé d'arrestation arbitraire et brutale du vice-premier ministre, l'expression, et de la primature. Je disais donc que la responsabilité de l'intellectuel, je veux dire du libre penseur, écrivain, consiste à capter, à lire, à décrypter à la fois le présent en conjonction avec le passé pour faire des transpositions dans ce qui peut arriver dans l'avenir comme danger, comme menace, mais également comme potentialité des solutions. Et dans cette perspective-là, je pense qu'on ne peut pas dire de manière tout à fait granitique, catégorique, absolue qu'il s'agit, on a franchi les Rubicons, mais en tout cas, on est en train d'avancer d'une manière extrêmement dangereuse vers les Rubicons. Parce que l'arrestation jugée d'arbitraire et de brutale dans le propos du Premier ministre, ou du moins de son porte-parole, concept qui, à mon avis, ou qualificatif qui, à mon avis, possède une certaine saillance, dans la mesure où on est dans une situation où, comme vous avez dit, cette énième tension, cette énième friction
est même plus absurde et même plus irrationnelle dans la mesure où on a tous appris qu'il y a eu un incident lors de la 37e session du Conseil des ministres, que le président de la République est tapé du poing. L'expression est littérale, tapé véritablement du poing sur la table et qui serait mis debout et il aurait quitté la réunion. Ce qui est gravissime, je veux dire, pour le protocole. Mais c'était en visioconférence. Oui, mais qui est quand même assez gravissime en termes de protocole d'État. Mais on nous a dit que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il devait aller avoir d'autres communications avec d'autres instances et d'autres acteurs politiques. Mais la réalité est que c'est parti de là, mais également lié aux lois qui ont été, ou sur les propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et donc, sans qu'il y ait eu même une investigation au niveau du gouvernement, parce qu'il faut souligner ici entre parenthèses que le ministre, dans un régime semi-présidentiel, et je pèse bien mes mots comme politologue, écrivain, dans un régime semi-présidentiel, même s'il y a cohabitation, le ministre n'est pas le ministre du président de la République. Il faut le souligner, le ministre n'est pas le ministre du président de la République. Le ministre ne peut être président de la République que dans un régime présidentiel comme au Nigeria ou aux États-Unis. Oui. Et donc, lorsque le ministre est ministre du président dans un régime présidentiel, le président de la République peut en faire ce qu'il veut. Mais dans le cas de figure actuel, régime semi-présidentiel au Congo, le ministre est le ministre du gouvernement. Semi-parlementaire. C'est semi-parlementaire et semi-présidentiel. Oui. Donc, quand c'est semi-présidentiel, c'est semi-parlementaire, automatiquement. Et donc, c'est le ministre du gouvernement. Il est sous la responsabilité immédiate du Premier ministre. Chef du et dans les cas d'espèce, la rationalité minimale, je veux dire, de n'importe qui, soit le président de la République ou des instances judiciaires, ou ce fameux Conseil d'État, aurait consisté à attendre pour voir quelle est la qualification de l'acte qui a été posé par les vice-premiers ministres. C'est une faute administrative, j'imagine, ou vraisemblablement, et donc ça aurait enclenché une procédure interne pour déterminer de quelle faute il s'agit. Les gens ont parlé de faux usage de faux, ce qui est aberrant parce que... Mais on avait affaire à un cas de flagrance. Cas de flagrance, on peut parler flagrance. La flagrance n'a de sens que s'il y a eu infraction. Mais ici, on ne sait même pas déterminer quelle infraction. Voyez-vous, on n'est même pas encore arrivé au niveau de terminer une infraction. On est encore dans des supputations où on peut dire qu'à la rigueur, il s'agit à la rigueur d'une faute administrative qui doit faire objet d'une investigation pour déterminer quelles sont les responsabilités. Le VPM engage les gouvernements alors qu'ils ne devaient pas le faire, surtout que ces propositions de loi sont querellées, sont controversées. Il ne peut pas, de façon sournoise, engager les gouvernements en donnant un avis à titre personnel, je dirais, alors que ça devait être un avis du gouvernement, de la commission des lois gouvernementales. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un ministre, il ne s'agit pas ici d'un ministre d'État, il s'agit ici d'un vice-premier ministre. Ça veut dire qu'il est revêtu de suffisamment d'autorité pour avoir la sagacité, la clairvoyance qui peuvent justifier que dans une certaine mesure, ils puissent répondre. En fait, la démarche... Écoutez, la démarche... Il ne peut pas les faire secrètement. C'est ça le problème. C'est pas un secret. Non, Félix Tshisekedi parle de manque de sincérité. Non, mais c'est ça le drame. Même alors, il n'existe aucune loi, aucune procédure qui dit que toute correspondance, parce qu'il s'agit simplement d'une correspondance, il n'y a aucune loi, aucune procédure qui dit que toute correspondance d'un vice-premier ministre doit être soumise à la validation ou à la bénédiction du président de la République. C'est une correspondance qui engage les gouvernements. Non, c'est une correspondance qui est adressée au gouvernement par les biais du vice-premier ministre. Même alors, acceptons même pas l'absurde que ce soit ainsi, qu'il est fait secrètement. Il s'agirait d'une faute administrative. Donc il n'y a aucun délit. Il n'y a aucun délit. Mais ce qui est frappant, c'est que le président entre en colère le vendredi et le samedi, on envoie des policiers aller arrêter un vice-premier ministre comme un kidam. Voyez-vous, alors qu'il n'y a même pas eu un début d'une procédure administrative interne. Qu'est-ce qu'on a reproché à l'interne de manière officielle? Rien du tout. Et donc, il y a là beaucoup de matière à réfléchir, c'est gravissime. Et je pense que c'est un incident qui, cette fois-là, dénote de beaucoup d'irrationalité dans la relation entre le président de la République et le gouvernement, même avec les vice-premiers ministres et les ministres, en termes de l'opérationnalisation du management concret d'un régime semi-présidentiel. Et c'est pourquoi j'ai insisté dans une tribune titrée « Le président Félix Tshisekedi et les dangers de l'érosion de la démocratie » sur la nécessité d'une réunion interinstitutionnelle pour que, en responsable et
par amour vraiment patriotique, qu'on mette le point sur les i, sur la modalité d'opérationnalisation du fonctionnement d'un régime semi-présidentiel. Parce que ce qui s'est passé, imaginez que les gardes du corps du vice-premier ministre aient produit de la résistance et qu'il y ait eu des coups de feu, il y ait eu mort d'homme, c'est gravissime. Donc, je pense qu'il est temps que l'on s'arrête pour dire, dans un régime semi-présidentiel, quels sont les pouvoirs du président, dans un régime semi-présidentiel, quelles sont les compétences des vice-premiers ministres, du ministre, des ministres et du premier ministre. Donc il faut mettre le point sur les i maintenant, pendant qu'il est encore temps. Mais les tons montent déjà, surtout du côté du FCC. J'espère que vous avez lu les communiqués du Premier ministre. Les tons montent, la tension monte. Pensez-vous que cette énième crise est-elle de nature à entraîner la démission du gouvernement? Une sorte de goutte d'eau qui va faire déborder les vases, en tout cas. En tout cas, je veux dire que, parce que, écoutez, le Premier ministre, c'est quand même un politicien qui opère à une strate très élevée, il a un regard, il a des informations. Je pense que le décryptage qui a été opéré au niveau du Premier ministre, des vice-premiers ministres et des ministres d'État, c'est qu'il y a instrumentalisation malsaine, il y a caporalisation outrancière, j'allais dire grossière, mais je me garde de le dire, de certaines instances, notamment, particulièrement les instances qui ont eu de la charge de gérer les questions des acteurs politiques au niveau élevé de l'État. On voit leur caporalisation pour humilier le ministre, pour humilier le gouvernement. Et donc, je pense que le professeur Ilunkamba, sommité intellectuel, mais également Premier ministre, qui n'a pas été informé. On ne peut pas aller arrêter un vice-premier ministre de la République, comme si on était dans une république de vaudeville, sans que le Premier ministre ne sache de quoi il s'agit. En fait, on l'a tout simplement interpellé pour non, on n'interpelle pas. Ne dramatisons pas, non. Non, écoutez, la République, monsieur, frère, la République, disait Emmanuel Kant, la République est une idée de la raison. D'ailleurs, la République est née de l'âge des Lumières. La République, c'est la raison. La République, c'est la logique. La République, c'est également l'esthétique. La beauté. La République, c'est l'élégance. Voyez-vous, la République, c'est le bon sens, la logique, la rationalité. Ça veut dire que même si les premiers ministres ou les vice-premiers ministres, admettons même dans l'hypothèse de l'absurde où il aurait commis véritablement une infraction, il y a une modalité pour le faire, et on ne peut pas aller arrêter un vice-premier ministre un samedi sans avoir expliqué au le premier ministre apprend le téléphone que le vice-premier ministre est en train d'être arrêté. On comprend la rage avec laquelle, je veux dire, le courroux légitime du Premier ministre, quand il a fait venir ses collaborateurs pour exprimer leur solidarité avec leurs collègues. Et grave encore, lorsque le Premier ministre ou la primature a fait son communiqué, on l'a empêché, tout le monde sait qu'on a empêché la diffusion de ces communiqués de la primature. À la chaîne nationale. À la chaîne nationale, c'est gravissime. D'une part, on caporalise, je dis, les instances judiciaires, avec un état des droits qui, de toute évidence, commence nous qui voyons de l'extérieur, commence à être très maladroit. L'état des droits, parlons-en. Et d'autre part, oui. Voilà, donc on bloque, il y a comme une sorte de monopolisation, en fait, de la télévision nationale. Voyez-vous? Donc les gens ou les politiciens ou même certains analystes qui disent qu'ils commencent à voir les traits, ils commencent à voir quelques traits du moboutisme. De retour aux heures de gloire du moboutisme. Ils n'ont pas du tout absolument tort. État des droits, parlons-en, c'est vraiment à la mode. C'est tous les Congolais qui en parlent, surtout les Quinois. Quel contenu allez-vous donner? Vous êtes un politologue, un gouvernologue. Quel contenu allez-vous donner à ces concepts? Il faut dire que l'état des droits, dans la philosophie du droit, l'état des droits procède de ce qu'on appelle, Hans Kersel, je veux dire, philosophe de droit, juriste allemand, avait appelé la hiérarchisation de normes de droit, mais également la hiérarchisation structurelle. Ça veut dire les différentes instances, les différentes lois et la hiérarchisation également de différentes sources du droit. Ce qui fait que quand on transpose l'état des droits au Congo, il faut rapidement
rapidement dire que l'état des droits, le recours, l'intégration dans la discursivité oppositionnelle du concept d'état des droits, c'est dans les années 80, avec le professeur Liaou et les autres. C'était parce qu'à cette époque-là, il faut bien souligner ça. Liaou et Étienne Tshisekedi. Oui, voilà, les grands professeurs Liaou. Et à l'époque, c'était parce que, à cette époque-là, dans un régime césariste, dans un régime totalitaire, d'un absolutisme, radical, que Kalagui d'ailleurs et les autres politologues appelaient la monarchie absolue zaïroise. À cette époque-là, la loi, c'était la volonté de Mobutu. La loi, c'était la volonté de Mobutu. D'ailleurs, on ne parlait pas du pouvoir judiciaire, on parlait du conseil judiciaire. C'était une époque où le impair parti-État, qui était d'ailleurs le seul parti-État sur le continent africain, avait vassalisé l'État. Ça veut dire que l'État était devenu subsidiaire à un parti politique. C'est alors que ces juristes, notamment les grands professeurs Liaou, ont fait prévaloir les concepts d'état des droits, parce que l'État lui-même avait été vassalisé, et donc le droit n'était plus rationnel, était devenu un droit subjectif qui était en fait le reflet de la volonté de Mobutu. Ça, c'est une période. Maintenant, on a amené à l'époque, entre 2001 et 2018, il y a eu reconstruction de l'État. Ça veut dire que la capacité, ou si vous voulez, la fonction systémique du déploiement du droit par cet État qui a été reconstruit, cette fonction-là est opérationnelle. Et donc, quand on parle de l'État des droits, il est absurde et aberrant de réduire l'État de droit seulement au fait qu'on a traîné un directeur de cabinet devant le cours des tribunaux ou on a tenté d'arrêter un vice-premier ministre. Non, le concept d'État des droits est plus large. Lorsque votre maison est vandalisée et que vous allez vous plaindre qu'on arrête la personne là, c'est l'État de droit. Lorsqu'une femme est violée par un militaire et que le militaire est arrêté, condamné, c'est l'État de droit. Lorsque un général vend des armes, qu'on l'arrête, il est condamné, c'est l'état des droits. Donc, il est absurde aujourd'hui de réduire l'état des droits simplement au fait qu'on a traduit Vital Kamerhe qu'on l'a condamné. C'est absurde. C'est une très mauvaise lecture de l'état des droits. Encore que les concepts de l'état de droit au singulier, l'état de droit au singulier, des droits, de droit, D-R-O-I-T, de droit, et à mon avis, dans le contexte aujourd'hui de la compétition des nations, est quelque peu obsolète. On parlerait plutôt de l'état des droits au pluriel. Ce qui signifie... Avec S. Avec S. Donc, des droits. D-R-O-I-T-S. Cela implique, oui. Cela implique également la justice distributive. Parce que c'est le droit aux ressources, voyez-vous. Or, si on parle de l'état des droits dans une perspective développementale, cet état des droits-là, il est difficilement repérable. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle d'une présidence qui est extrêmement budgétivore, qui aurait déjà dépassé de 62% ses assignations budgétaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des avancées, c'est quand même des avancées. Mais il faut faire très attention. Lorsqu'on veut... en fait, en réalité, pour un gouvernologue, depuis 2001, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, quand vous voyez tous les programmes de gouvernement provincial ou gouvernement national, il y a toujours, en ce qui concerne l'objectif, parce que l'état des droits, ce n'est pas une vision. En termes de gouvernement moderne, l'état des droits, c'est pas non plus un programme. C'est pas un programme. L'état des droits, c'est à la rigueur une action en dessous d'un objectif. Lorsqu'on dit l'objectif, pour mon gouvernement provincial ou pour mon gouvernement central, c'est de renforcer l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État, là, c'est large. Renforcer l'autorité de l'État, il y a une dimension de l'armée, il y a une dimension de la sécurité. En ce moment-là, on peut dire une des actions, c'est affermir. D'ailleurs, on dit affermir l'état des droits. Affermir l'état des droits, il y a plusieurs actions. Et on peut accepter, de manière tout à fait objective, que les actions qui sont posées contribuent au raffermissement de l'état des droits. Entre dans la droite ligne d'état des droits. Dans les grands programmes, rentre dans la contribution ou les activités ou les actions qui contribuent au raffermissement de l'état des droits. Et donc, on ne peut pas réduire l'état des droits simplement au procès plus ou moins politique. Mais je pense que la préoccupation ici, c'est la perception de l'instrumentalisation, de la caporalisation de certaines instances judiciaires dans une perception qui indique que l'état des droits est devenu maladroit
Et quand il est maladroit, la conséquence, c'est qu'il est véritablement un cheval de Troie qui est instrumentalisé pour nuire à certains adversaires politiques. Cette lecture-là est dans la société et rationnellement, on peut en capter empiriquement un certain nombre d'éléments. Ce qui s'est passé notamment avec le vice-premier ministre, avec l'honorable Mamba. Ouais, Jean-Jacques Mamba. Dans les conditions similaires, aucune procédure au niveau de l'Assemblée nationale contre Mamba. On est allé l'enlever. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la République, c'est la raison. La République, c'est le bon sens, c'est l'élégance. On est allé prendre l'honorable Mamba, Jean-Jacques Mamba, un intellectuel très cohérent. C'est parmi les jeunes de cette génération qui font de l'espoir de ces pays. On est allé l'enlever chez lui comme un kidam, comme un zigoto, pour parler les Français de Paris. Comme un malfrat. Comme un zigoto qu'on a amené en culotte, enfin en petite culotte, à la cour. Et c'est la même chose avec... Et on a toujours parlé des flagrances. Mais voilà, on a toujours parlé des flagrances pour des choses qui sont passées après. Donc, écoutez, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, ce n'est pas des instances divines. Nous sommes dans une société. Toutes ces instances, avec leurs animateurs, sont les reflets de pathologies de notre société. L'égotisme narcissique, voyez-vous, le réflexe thanatos, ça veut dire les réflexes de mort sur l'autre, les tuer, pas simplement physiquement, pas nécessairement physiquement, mais ce qu'on appelle en anglais assassination of character. Donc, noircir, diaboliser, ça procède également de ce qu'on appelle la pulsion thanatos, la pulsion de mort sur autrui. Et donc, ces instances, comme libres penseurs, dans un regard transcendantal, mais également expansif, regardant la société, il n'y a aucune instance qui est épargnée par les pathologies sociétales. Et donc, vous, journalistes, hommes des médias, des très hauts niveaux, nous avons la responsabilité d'avoir un regard critique sur ces instances pour empêcher que les tares, les inepties ne puissent ruiner la République, ne puissent amener justement, à l'effondrement de la démocratie, à l'effondrement de la République. Justement, Ibert Kabassou Babou, j'aimerais qu'on revienne à ce que j'appelle l'effet Genesio. C'est-à-dire tout est parti de ces propositions de loi. Minakou, ça cata, ça dégénéré. La rue s'est invitée au débat et nous avons assisté à des spectacles d'un autre âge, d'une autre époque. L'Assemblée nationale barricadée, pillage, acte de vandalisme. Ibert Kabassou Babou, la démocratie en République démocratique du Congo est-elle en danger? Elle est extrêmement en danger. Elle est en train d'être mutilée. C'est la mutilation de la démocratie. Je disais ailleurs que la démocratie, c'est une civilisation. Quand vous lisez d'ailleurs Francis Fukuyama, même je crois Yuval Noah Harari, la démocratie, c'est une civilisation. Aujourd'hui, quand Francis Fukuyama parle de, bien qu'il a à quelques égards un peu révisité ses thèses, mais ça veut dire que c'est une civilisation qui s'est imposée par sa capacité à rendre une meilleure organisation politique et même une meilleure organisation de la production des richesses, additives dans des sociétés, mais également de faire progresser la société par, ce que Jürgen Habermas appelle la démocratie délibérative. Ça veut dire la démocratie du déploiement de la pensée, de la raison. Voyez-vous? Alors il faut d'abord souligner ici que c'est extrêmement grave. Surtout qu'on est à la veille des 60 ans d'indépendance. Le père de l'indépendance, la démocratie ou la démocratisation sont des projets que le Congo, que 3 générations de politiciens ont échoué de réaliser. 1960, les pères de l'indépendance ont échoué de réaliser la démocratie. Mobutu est arrivé, 65-97, il a carrément rejeté les projets de la démocratie libérale et pluraliste. 90-97, Mobutu et les opposants qui sont sortis du MPR ont échoué de réaliser la démocratisation. C'est sous Joseph Kabila, ça c'est factuel, c'est historique et d'une véracité immarcessible, granitique. Personne ne pourra altérer. C'est sous Joseph Kabila qu'on a réalisé une démocratisation avec beaucoup de sacrifices, un type particulier, rarissime, dans la phénoménologie mondiale des démocratisations qu'on appelle la démocratisation régénérative, avec une reconstruction qui est multisystémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une démocratisation qui, contrairement dans d'autres pays où la démocratisation s'est réalisée avec un État plus ou moins solide, une économie plus ou moins solide, chez nous, la démocratisation réalisée sous Joseph Kabila a consisté également à réaliser concomitamment la démocratisation, reconstruire l'État, reconstruire l'économie. C'est au prix de beaucoup de sacrifices. Laissez-moi vous dire ceci.
Pour les élections seulement, je ne parle pas d'autre chose, hein. Pour les élections seulement, nous devons avoir dépensé plus de 2 milliards de dollars. Avec 2 milliards de dollars, on aurait pu construire une route de Kinshasa, même deux, de Kinshasa à Zongo. Voyez-vous? À cause de cette démocratie, il y a eu des guerres. L'AFDEL a justifié la guerre par le fait que les élites à Kinshasa ne parvenaient pas à réaliser la démocratisation. Le RCD a justifié sa guerre et le MSC pour dire que le régime d'AFDEL ne parvenait pas à démocratiser le pays. Voyez-vous? Et donc c'est au prix de graves sacrifices. Maintenant, quand on arrive dans le régime de l'alternance en 2019-2020, dont la mission est de consolider la démocratisation, on assiste plutôt à un recul. Notamment ce que vous avez évoqué tout à l'heure, un beau matin, un animateur d'une des instances judiciaires envoie les policiers aller empêcher les députés de la République d'accéder à l'Assemblée nationale. C'est gravissime. C'est du jamais vu. Non, parce que ces députés voulaient superbement ignorer une décision judiciaire. Mais encore une décision judiciaire malencontreuse. Des gens qui sont détenteurs d'un savoir des droits qui est, par rapport à l'évolution des événements politiques, même sur le plan épistémologique, un droit qui a je veux dire, des parois d'obsolescence. Voyez-vous, on ne peut pas, dans un contexte comme celui-ci, où l'Assemblée nationale est en pleine session, envoyer, ne fût-ce que par bon sens, et dans la philosophie du droit, la paix, la cohésion nationale a prééminence sur la loi. Mais l'Assemblée nationale pouvait bien éviter ces incidents malheureux. Non, mais il n'appartenait pas. L'Assemblée nationale a été surprise. Les députés ont été surpris parce qu'ils sont allés un beau matin vaquer à leurs occupations. Donc, et ils ont trouvé des policiers. Les conseils d'État avaient demandé à ce que les députés puissent surseoir au processus électoral devant remplacer le premier vice-président en attendant. C'était non, mais ça, c'était une aberration. C'était une aberration sur le plan de la procédure et sur le plan de la teneur même de la Constitution. Mais qu'à cela ne tienne, envoyer des policiers aller empêcher les députés d'accéder. En tout cas, les responsabilités sont partagées, Ibera. Même si vous dites que les responsabilités sont partagées, ça veut dire en français et en logique que cette instance judiciaire a une responsabilité. Mais la perception que ça a donnée, c'est que dans un pays d'Afrique qui a, il y a 16 mois, célébré dans l'euphorie générale l'alternance et qui était censé accélérer la marche vers la consolidation de la démocratie, on a vu des députés dehors avec une assemblée nationale, un parlement barricadé. Cet incident, j'ai considéré que c'était comme une sorte de ballon d'essai pour la concrétisation de la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça l'objectif. Ah mais oui. On est à 2 pas. Parce qu'il y a des tentatives qui sont en train d'être réalisées pour voir un peu, je veux dire, la réaction. Est-ce que la réaction va être vigoureuse? Des ballons d'essai. Ah mais oui. Parce qu'on va se réveiller un beau matin, on dit on a dissous l'Assemblée nationale, et puis on va voir comment vous allez réagir. Et donc, moi je regrette le fait que toute la société, les intellectuels, les journalistes, les académiciens, on ne s'est pas levé pour dire que c'est scandaleux et que ça s'arrête là, on ne veut plus entendre parler de cette chose. Parce que la démocratie ici, les sangs a coulé pour cette démocratie. Deuxième incident majeur, on a vu une horde d'individus, pendant toute une journée, s'est livré au pillage de maisons des gens, et les gens qui ont les informations savent à partir de quelle source, à partir de quel foyer politique ces individus ont été téléguidés, instrumentalisés. Oui. Et c'est des scènes qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. La démocratie, disait Jungena Berma, c'est la délibération. La démocratie, c'est la raison. Et d'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Lorsque l'on dit que la démocratie a ses sources dans la Grèce antique, on se trompe. Les Grecs ont appris du peuple kémétique, qu'on appelle généralement les peuples égyptiens. Il s'appelle le peuple kémétique, il s'appelle lui-même les Kmètes, le peuple kémétique. Ils avaient une philosophie, une cosmogonie qu'ils appelaient la Mahat, M-A-A-T, la Mahat. C'est dans la Mahat qu'il y avait les éléments de l'égalité. Égalité, un peu comme dans la mystique du peuple kémétique, l'égalité est
la cohésion, l'égalité des entités à la fois cosmiques et des égalités terrestres. De telle manière que lorsque cette égalité, lorsque ce qu'on appelait l'isonomie, lorsque c'est bousculé, la société peut connaître la dégénérescence. Et nous sommes en train d'aller vers là. Cette démocratie a été réalisée au prix d'énormes sacrifices. Je pense que nous devons la chérir en tant que société. Je parle comme libre penseur, comme acteur sociétal. En tant que société, nous devons la chérir et nous devons faire en sorte que toute discursivité, tout verbe, tout comportement qui a tendance à dénaturer, à altérer, à mutiler la démocratisation, puisse être, subir les effets correctifs, les actions correctives. Iber Kabasouba, vous l'avez dit, d'un côté, on menace de dissoudre l'Assemblée nationale, de l'autre côté, les langues se délient pour parler calmement aussi de la dissolution de cette coalition, pour parler cette fois-ci de la cohabitation. Mais jusqu'où les coalisés vont continuer à se faire chanter comme ça? Mais écoutez, moi je pense qu'il faut enlever les mythes, il faut dissiper ou évaporer la compréhension erronée de la cohabitation. La cohabitation, c'est une modalité politique républicaine. Mais qui n'est pas constitutionnelle. Même en France, elle n'est pas. Même en France. Même que ces mots-là se trouvent dans notre constitution. Non, même en France, elle n'est pas dans la constitution. Mais nous ne sommes pas en France. Non, mais nous sommes au Congo. Nous pratiquons un modèle. Du copier-coller. C'est pas du copier-coller. Nous pratiquons un modèle. La démocratie et la République sont, des systèmes qui sont porteurs de valeurs universelles et de principes universels. Le régime semi-présidentiel, il n'a pas été inventé par Nzingankouv ou par Kim Pamvita ou par le roi Kalamba. Le modèle semi-présidentiel, c'est un modèle éminemment français. Et donc, mais ceux-là nous ont bien dirigés. Mais voilà, donc si nous pratiquons un modèle qui est français, vous savez, j'ai été à Harvard. Harvard, dans le précepte de la cognition de la science, il parle de l'adoption avec adaptation. Alors, il démontre d'ailleurs que les avancées de toutes les civilisations, c'est par adoption et adaptation. La réinvention de la roue. Mais voilà, et donc la roue peut être réinventée avec plus de vélocité, avec plus de capacité de propulsion, mais cela exige le déploiement d'une intelligence. La congolaise, c'est là qu'elle est bas blesse. Mais voilà justement parce que les Congolais, de manière générale, j'ouvre une parenthèse que je ferme très rapidement, même quand ils sont professeurs d'université, ils sont détenteurs d'une intelligence qu'on appelle à Harvard une intelligence instrumentale, pas nécessairement une intelligence développementale transformationnelle. Je ferme la parenthèse, je reviens à notre préoccupation. Oui. C'est-à-dire que la cohabitation, c'est une modalité qui existe, qui est républicaine, même si elle n'est pas de manière explicite taillée, sculptée dans la Constitution. Et donc, je pense personnellement qu'il faille l'expérimenter, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. D'ailleurs, Perfit, je crois, un de ministres du général de Gaulle, disait qu'il fallait, lorsque, en 1967, le général de Gaulle voyait déjà la possibilité, ou je veux dire la classe politique française voyait déjà se profiler à l'horizon en 1967, la possibilité de la cohabitation. Les personnalités politiques comme Giscard d'Estaing et les autres parlaient, disaient que non, on peut appliquer. Les dispositions de la Constitution peuvent s'appliquer. Les présidents s'occupent fondamentalement de deux domaines de collaboration. Chez eux, ils parlaient des domaines réservés. Vous avez les affaires étrangères et la sécurité et la défense, mais également la justice. Et le Premier ministre s'occupe des autres domaines. Il y avait seulement, je crois, Balladur qui estimait que si, dans l'hypothèse où la cohabitation, ça veut dire que les présidents n'avaient pas la majorité parlementaire, ils devaient démissionner. Mais on l'a vu avec Mitterrand, le général de Gaulle qui a démissionné lorsque le référendum avait échoué. Mais on l'a vu avec Mitterrand qui a dit que non, le président de la République est élu au suffrage universel. Et donc il ne peut pas démissionner parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Avec Chirac. Mais voilà. Et donc il y a eu trois cohabitations qui ont fonctionné. Il y a eu évidemment quelques couacs, mais qui n'ont pas créé l'effondrement des institutions. C'est parce que la raison républicaine a permis au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, de contenir leurs pulsions égotistes et narcissiques et même partisanes pour faire prévaloir les raisons ou les intérêts du progrès collectif. Si la coalition
est génératrice de conflits comme on le voit maintenant. Mais que dire alors de la cohabitation? Ça, c'est plonger les pays droit vers les chaos. Pas nécessairement, ce sera une hypothèse ou je dis une opérationnalisation de l'État, de la République, qui nous permettra de renforcer nos capacités d'adaptation aux différents cas de figure, parce qu'il pourrait se faire. C'est un saut dans les vides. Un saut périlleux dans les vides. Pas totalement dans les vides, parce que les cadres normatifs, première expérience. Les cadres normatifs est bien dessiné dans la Constitution. Nous devons apprendre par notre propre expérience. Quand vous regardez les cas Kasavubu, Joseph Kasavubu, président Kasavubu, et président, je veux dire, le premier ministre Lumumba, c'était un cas de cohabitation, en effet, parce que Lumumba avait la majorité à l'Assemblée, je veux dire, à la Chambre des représentants à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, et Kasavubu n'avait aucune majorité. C'est ce qui a fait d'ailleurs, cette faiblesse-là, qui a fait d'ailleurs que, même en 1965, lorsque Tshombe remporte la majorité, je veux dire, aux élections législatives, Kasavubu, qui voulait toujours faire prévaloir sa volonté, c'est pourquoi d'ailleurs plus tard on l'appellera mangeur de Premier ministre, il a désigné Kimba. Kimba est allé à la Chambre des représentants, on l'a débouté. Kasavubu, comme maintenant, qui devait prendre conscience du fait que le pays est dans la fragilité, parce qu'en 1965, retenez-le bien, Che Guevara au mois d'avril est déjà arrivé à l'Est avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils sont en train de faire l'insurrection là-bas. Du comportement de Mouzé. Et puis, non, Che Guevara était plutôt, ça c'est ce que les gens ont dit, Che Guevara avait plutôt été impressionné par l'idéologie, Mouzé avec une maîtrise. L'idéologie, mais sur le plan comportemental, ça laissait à désirer. Non, ça c'est ce que les ennemis ou les adversaires, les impérialistes, voulaient dire. Che Guevara a été impressionné par la praxis. N'oubliez pas que les communistes européens sont allés dans le Foucault. Et même Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a intériorisé le principe des Foucault. L'élite avant-gardiste crée un foyer pour impulser la société. Le Foucault de Ouabora, les communistes européens sont venus apprendre le Foucault chez M. Kabila. Donc il ne faut pas dire que Che Guevara par contre, était impressionné. Ce que je voulais dire, c'est que Kasavubu n'a pas eu suffisamment de lucidité pour se rendre que, il était impliqué dans la mort de Lumumba. 2. En 1964, on venait à peine d'éteindre la sécession de la République populaire du Congo avec les Gizenga et les autres. Et que 3 en 1965, là, les pays étaient fragiles. On venait de sortir d'un référendum avec la constitution de Luabour, on venait de faire des élections, les pays étaient fragiles parce qu'il y avait encore la révolution de Tché là-bas avec Mouzé à l'Est. Et donc il s'est permis, à désigner Kimba qui n'avait pas la majorité pour diviser le Konako, qui était aussi une grande coalition, une méga coalition de Tshombe. Et même quand Kimba est débouté, Kasavubu a encore eu la témérité de vouloir encore l'imposer. C'est comme ça qu'on a eu un coup d'État. Donc on risque, la perception maintenant est que la cohésion, certains acteurs politiques sont réfractaires à la cohésion. Certains acteurs politiques sont réfractaires à la cohésion. Nous sommes en train de reproduire les mêmes décors kafkaïens des années 60. Mais exactement. Parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont subi une socialisation politique, processus par lesquels ils ont intériorisé, mentalisé des manières d'agir, un certain esprit de pouvoir expansif. En fait, je suis en train de rédiger un essai intitulé L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit en 2 tomes. Donc, il y a certains acteurs politiques qui ont intériorisé, qui ont mentalisé la praxis du pouvoir monocratique et expansif, à telle enseigne que ils sont, je veux dire, insensibles aux limites, à la normativité du régime semi-présidentiel. C'est ça le problème fondamental, c'est ça l'épicentre, voyez-vous. Et donc, nous cheminons, s'il n'y a pas action corrective, s'il n'y a pas dans la société des élites, je veux dire, ecclésiastiques, ou même des amis de la région, ou au plan international, qui peuvent venir, ou sur le plan national, des gens de sagesse qui peuvent se mettre debout pour dire, frère, faites très attention. La démocratie congolaise est très fragile.
Ça peut s'effondrer en un clin d'œil. Et laissez-moi vous dire que, comme j'ai écrit dans cette tribune-là, le président Félix Tshisekedi, le danger de l'érosion de la démocratie. La démocratie congolaise, la démocratie congolaise est encore très fragile. Nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin de la solidité, de la coagulation des élites politiques, comme le dit d'ailleurs Samuel Huntington, qui a paradigmatisé, qui a théorisé les phénomènes de la démocratisation dans le monde, dans différents pays du monde, et insiste sur la nécessité pour les élites de créer une synergie, de créer des grandes coalitions. Alors, s'il y a des acteurs politiques qui sont réfractaires à la cohésion nationale, qui ne comprennent pas la nécessité de déployer une certaine sagesse, une certaine intelligence émotionnelle et politique pour sauvegarder la cohésion nationale, promouvoir la consolidation de la démocratie, je peux vous garantir qu'on va profiler à l'horizon une guerre civile, et je peux vous garantir que cette fois-ci, s'il y a une guerre civile, je pense que l'unité du Congo va être fragmentée d'une manière irréversible, d'une manière irréparable. Nous prions les bons dieux pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. C'est pas une prophétie, c'est pas une prophétie, c'est pas spirituel, c'est intellectuel. Une vision peut-être. Non, c'est une projection, politologique. Kabasouba, franchement, avec vous, on ne voit pas le temps passer, mais laissez-moi vous poser cette question, le peu de temps qui nous reste. Procès 100 jours qui avait pris les Congolais en haleine. Alors, j'aimerais savoir, le verdict est tombé, sévère ou pas, je ne sais pas, mais quelle est votre politoscopie de ces procès? Ma politoscopie est polygonale. C'est vrai que notre frère, Vital Kamerhe, c'est vraiment un frère de notre génération. Il est de ma génération. Je peux dire que c'est vraiment un ami. Donc ce qui est arrivé, mais Vital Kamerhe n'est que le reflet d'une société qui est porteuse de certaines pathologies. Voyez-vous, ce qui est arrivé à Vital Kamerhe, on ne peut pas dire que le fait qu'on l'ait condamné a constitué une sorte de formule d'incantation qui nous a subitement libérés de cet esprit-là. Cet esprit-là persiste. Parce qu'après lui, même à la présidence, on a entendu parler d'autres affaires, de Denel, où on aurait demandé à Denel de faire certains transferts, encore que ça reste à vérifier. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est vrai, on a vu, c'est une action, ce procès est une action qui a contribué certainement... Une action pédagogique? Oui, pédagogique, qui a contribué à l'affermissement de l'état des droits, mais le même état des droits qui doit également être déployé avec beaucoup d'élégance, de rationalité. Mais l'autre dimension qui est occultée, c'est celle des déficiences fonctionnelles, opérationnelles, managériales gravissimes dans l'institution président de la République. Maintenant, tout le monde a oublié. On ne peut pas comprendre quand dans l'institution qui est à la tête de l'État, pendant, je crois, 13 mois, on soit en train de faire des ponctions à la Banque centrale, des ponctions dans les réserves de change, hein, et que le président de la République n'est pas au courant. Avec l'ANER, avec tous les services de renseignement, etc., il n'est pas au courant. C'est gravissime. Non, et soit il était au courant, mais il laissait faire son partenaire. C'est encore une circonstance aggravante si vous dites que le président de la République est au courant qu'on est en train de ponctionner les réserves d'échange et qu'il dit non, c'était pour moi un piège pour que je puisse bien le neutraliser. C'est gravissime. Voilà maintenant les conséquences. Le fait qu'on a ponctionné la réserve d'échange a amplifié la vulnérabilité du franc congolais par rapport au dollar et par rapport aux effets de la rétrocession. Il n'y a pas que Covid qui est à la cause de cette dégradation du franc congolais. Sur le plan de la gouvernologie ou du management de l'État, les effets des Covid sont venus trouver le Congo déjà dans les déficits de trésorerie, dans les dépassements budgétaires. En fait, les gens qui font des marches, qui font de bruit dans la rue, ils devaient plutôt faire des marches pour dire qu'on doit faire un audit. Je ne parle pas de l'audit financier ou l'audit criminel. Je pense ne fût-ce qu'un audit managérial, un audit opérationnel pour se rassurer que les fissures, ou si vous voulez les déficiences, qui ont conduit à la corruption ou détournement de fonds, que ces déficiences-là organisationnelles sont corrigées pour que le pays ne tombe pas dans les mêmes problèmes. Regardez, on a fait le projet 100 jours. On n'a même pas encore terminé, on n'est pas encore sorti du traumatisme. Le président a lancé un autre programme de 2 milliards de 9 mois. Oui. Mais quelles sont les dispositions, les actions correctives sur le plan managérial et opérationnel, les actions qui ont été initiées et implémentées au niveau de la présidence pour rassurer les peuples C'est pour atténuer les impacts
de la Covid. Mais justement, ce que je dis, oui. les programmes de 100 jours, c'était aussi pour atténuer la misère et la pauvreté, non? Oui. Mais maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour qu'on ne se retrouve pas le lendemain en train de dire que non, dans les 2 milliards, là, 1 milliard sont partis? Voyez-vous, la présidence de la République, c'est un service public. Même si on dit que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement, mais il est responsable devant la nation. Et la présidence de la République, c'est un service public. On doit se rassurer que la bonne gouvernance que l'on clame... C'est un service public qui a des tentacules partout. Mais voilà, que la transparence clamée pendant 32 ans, que ça soit appliqué là. Parce que c'est la présidence de la République qui est comme à la tête de l'État. Voyez-vous? Et donc, c'est une problématique qui doit nous faire des marches, des pétitions pour dire nous voulons voir la présidence de la République, son management être amélioré. Nous voulons voir clair. Ça c'est des 1. C'est une phrase du président de la République. D'autres domaines, d'autres rayons. Regardez la MIBA. Pourquoi est-ce que nous avons plein de nos frères de Mbujimaï ici, qui sont devenus des Wewa? C'est parce que la MIBA, on n'a pas pris soin de la MIBA. Mais 16 mois dans le régime du président Félix, il n'y a rien pour la MIBA. Il n'y a rien du tout pour la MIBA. On aurait pu faire fonctionner la MIBA il y a peut-être 10 mois, 6 mois, et on n'aurait pas autant de jeunes gens, des Mbujimaï qui étaient bien, Mbujimaï en train de faire de meilleurs boulots, en train de faire le diamant, de donner cours, et qui se retrouvent ici en train de faire des motos. Mais la dernière dimension par rapport au procès des 100 jours, c'est que ça démontre que il y a un problème de la maîtrise, je dis, de l'opérationnalisation ou du management de l'État par le nouveau parti qui est au sommet Imperium. Mais quelles sont, je veux dire, les leçons par rapport à l'opposition qui est restée? Est-ce que l'opposition qui est restée dans l'opposition, est-ce qu'elle se réforme? Est-ce qu'elle se transforme pour que demain, dans l'éventualité où on aura quelqu'un d'autre d'opposition au sommet de l'État, qu'on n'ait pas ces ratés, qu'on n'ait pas ces apories que l'on connaît aujourd'hui, dont les conséquences sont notamment le dérapage, les dégringolages du franc congolais, du fait qu'on a ponctionné dans les devises étrangères pour financer les programmes de 100 jours. Hubert Kabassou-Babou, pour atterrir, laissez-moi vous dire que cette coalition ne rassure plus les Congolais. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette coalition? Il y a deux actions correctives. L'une que j'ai préconisée dans la tribune intitulée « Les présidents Félix Tshisekedi et les dangers ou les périls de l'érosion de la démocratie ». J'avais souligné là-bas qu'il fallait une réunion interinstitutionnelle urgemment pour que l'on puisse mettre les points sur les i. On peut m'appeler les experts internationaux ou les Français pour nous prodiguer des conseils. Même chose pour le management de la présidence de la République, qui est l'institution qui est à la tête de l'État. Il faut un audit d'une firme internationale, pas audit criminel, mais audit en termes de management, pour nous rassurer que la présidence de la République, institution suprême, est gérée selon les normes, les standards de management. La deuxième possibilité, c'est que si on n'a pas le courage, la vaillance, le patriotisme pour envisager les actions correctives maintenant, eh bien, c'est les scénarios du chaos et on peut se retrouver très facilement dans une autre guerre civile. Cette démocratie est très très fragile parce que nous sommes des citoyens. Nous pouvons pas toujours nous réveiller le matin. On a arrêté le vice-premier ministre de la République et les amis nous appellent de Washington, de Johannesburg pour commencer à dire mais c'est quoi avec votre pays? On a barricadé l'Assemblée nationale, les parlements. Et nous devons expliquer, nous avons honte de nous retrouver dans ces forums-là et commencer à expliquer, donner des explications sur des choses qui sont des choses d'une autre époque. Voilà. Hubert Kabassou-Babou, merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, l'heure est peut-être grave. Hubert Kabassou-Babou a été clair à ce sujet, mais à quelques heures de la célébration de l'indépendance du Congo, les Congolais sont appelés à un sursaut patriotique pour sauver la patrie, car réellement, il y a péril en la demeure. Les rendez-vous est pris très prochainement pour une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.